Vous désirez démarrer une entreprise? Faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance. La Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord et ses syndicats locaux sont fiers de soutenir le dynamisme et la diversité agricole de la région. Desjardins Entreprises tient à souligner l'apport des producteurs agricoles dans le développement régional. Le comité établissement transfert de la relève agricole est fier de chapeauter le projet de mobilisation afin d'accompagner les jeunes producteurs de la capitale nationale. Le service de fiscalité et de comptabilité de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureux d'appuyer la réalisation de cette série agricole. Cette semaine, à la Voie agricole, on est directement à l'île d'Orléans avec M. Louis Deneau du vignoble Sainte-Pétronille et également Anne Mona de Cassis Mona et Filles. Je vous souhaite une belle émission. De nos jours, la culture du vin est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup dans la vallée du Saint-Laurent. Mais saviez-vous que c'est quand même quelque chose qui est arrivé assez récemment dans notre histoire? En fait, il faut attendre vraiment les années 1970 pour voir une production plus structurée de vins et de vignobles s'installer ici. Au départ, il y en avait quand même des vignes dans la vallée du Saint-Laurent, mais c'était des variétés de vignes qui n'étaient pas très vinifiables, qui n'avaient pas tellement de propriétés pour fabriquer un vin intéressant. C'est ce qui fait que c'était énormément de travail pour faire un vin qui n'en valait pas vraiment la peine. Alors, pendant de nombreuses années, les gens qui désiraient consommer du vin se sont tournés surtout vers l'importation. Par la suite, avec les avancées technologiques et les nouveaux cultivars, les nouveaux hybrides, il va devenir de plus en plus possible et intéressant de fabriquer du vin dans la colonie. Progressivement, il y a des gens, des passionnés qui vont prendre en main la production vinicole et qui vont s'installer dans diverses régions du Québec, notamment sur la côte de Beaupré, pour établir de grands vignobles et progressivement développer du vin ici. C'est ce qui fait que de nos jours, on a vraiment une production de plus en plus intéressante et savoureuse. On a acheté ça un peu naïvement, comme je dis, parce qu'on ne pensait pas que ça pourrait être aussi prenant. On savait que ça pourrait être l'ouvrage, mais nous, on voulait produire, à ce moment-là, on produisait 10 000 bouteilles de vin. Donc, on voulait produire 10 000 bouteilles de vin, vendre ça ici et être peinard et élever nos enfants dans ce cadre qui est fantastique, là. Mais à force d'avancer, comme je vous dis, c'est très, très prenant comme métier. On s'est fait embarquer dans plein de choses. Et bon, on a étudié énormément, pas énormément, on a étudié tous les cours qui peuvent se donner au Québec, ils sont peu nombreux. On s'est bien entouré également d'œnologues, agronomes qui sont reliés vraiment au monde du vin. Et en 10 ans, bon, on est devenu quand même pas pire. Oui. Tous nos voyages ont axés également sur le monde de la viticulture. Donc, on a grossi comme ça, tranquillement. On n'a pas brûlé les échelons, je crois pas. Donc, ça a pris 10 ans pour arriver à être ici aujourd'hui et offrir une belle panoplie de vins. Le monde du vin, c'est 3 métiers, hein. On a la viticulture qui est vraiment côté agricole, le métier de la vigne qui est un métier en tant que soi. Ensuite, il y a l'œnologie, donc faire transformer le raisin en vin, qui est un autre métier, mais très relié également avec l'agriculture, avec la viticulture. Et par la suite, bien, il y a le marketing également des bouteilles de vin, donc la vente. Ici, sur l'île d'Orléans, la magie, c'est qu'on a réussi à vendre 40 000 bouteilles de vin. 85 de notre production, elle est vendue ici. Et c'est pas limité, on n'est même pas ouvert à l'année. Donc, pour nous, ça, c'est assez magique. J'ai d'autres collègues, c'est un peu plus compliqué. Le côté marketing est assez compliqué. Et je vous dirais qu'au départ, on est très axé sur les vins blancs ici au domaine. Les vins liquoreux, les vins de glace, je pense que le Québec a fait ses preuves à ce niveau-là, même sur l'échelle mondiale. Les vins rouges, c'est un peu plus compliqué, surtout sur l'île. Le niveau climatique, la saison assez courte. Par contre, il y a des nouveaux cépages qui sont arrivés, des méthodes de vinification qui sont un peu différentes, qui portent à croire qu'on peut faire vraiment des vins rouges de très belle qualité. C'est beaucoup de travail. Par contre, il ne faut pas oublier que nous, on se lève et on est à pied d'œuvre. Hein? Donc, on n'a pas de voyagement, on n'a pas rien. Donc ça nous donne un bon coup de main. Les enfants, ils arrivent de l'école, bien, ils peuvent facilement venir nous voir aussi. C'est sûr que c'est un mode de vie.
Mais les enfants, ils sont nés dedans. Donc, eux, ils apprennent à vivre. C'est comme leur quotidien, finalement, je vous dirais. Donc, on va planter notre vigne. C'est des boutures, soit qui nous viennent des pépiniéristes ici. On ne fait pas nos propres boutures. On en fait, mais pas de façon... en tout cas, de moins en moins. Et maintenant, on achète pas mal toutes nos boutures d'un pépiniériste. On va acheter ça soit au Québec ou en Ontario. On va acheter nos boutures. On va planter dans le sol. Et là, la première année, bon, on ne laisse pas grand-chose, c'est sûr. On laisse un peu de feuillage, deux sarments idéalement. Et la deuxième année, troisième année, encore là, on contrôle. On enlève les fruits parce qu'il va y avoir des fruits en début d'année. Donc, on les enlève pour vraiment donner la chance au plant de faire un beau réseau racinaire. La vigne, c'est ça, hein, c'est des racines. C'est toute l'importance d'un bon réseau racinaire pour la vigne. Justement, quand il va y avoir une pénurie d'eau ou quoi que ce soit, la vigne, elle va rester super belle. Et la quatrième année, même la troisième année, on va commencer à laisser quelques grappes, une petite charge. On va commencer à établir notre plan de vigne. Et la quatrième année, là, on va commencer à laisser. Donc, ça prend idéalement 4 ans. La septième année, c'est pleine maturité. Donc, on commence à avoir une pleine récolte après 7 ans. Les vignes, tout dépend de ce qu'on a comme cépage. Si c'est des vignes qui sont hybridées, il y a une université au Minnesota qui travaille depuis une trentaine d'années à faire des vignes de climat froid, qui travaille très fort. C'est principalement, toutes nos vignes proviennent de là. Et suite à ça, comme je dis, c'est une pépinière du Québec qui reproduit, qui fait des boutures finalement, qui nous vend nos plants. Donc, nous, on les achète de ces gens-là. Sinon, on a quelques plants de vinifera qu'on appelle, donc des vignes nobles, Riesling, Chardonnay, Pinot. Et ça, on va les prendre, parce que ça, c'est des vignes qui sont greffées, donc c'est un peu plus complexe. On va les prendre en Ontario, dans un pépiniériste en Ontario. Je crois que les gens qui sont sur l'île ou qui viennent demeurer sur l'île sont très conscients de l'aspect agro-touristique de l'île. Bon, présentement, c'est le temps des pommes. Les fins de semaine, le pont est bloqué, tout ça. C'est une façon de vivre. Je pense qu'il y a des belles facettes, des mauvaises facettes. Je pense que les belles facettes sur l'île emportent fortement sur les moins bons côtés. La proximité d'être avec la ville de Québec. L'endroit est tellement paradisiaque. Moi, en tout cas, pour avoir voyagé un peu, c'est unique au monde, l'île d'Orléans. Sur quoi il faut miser? Je crois qu'il faut vraiment se faire un plan marketing pour facilement écouler nos produits. Moi, je suis un transformateur. Vous savez, il y a peu de culture, il y a peu de métiers où on part vraiment à la base. Comme juste tantôt, on plante nos petites vignes, on va récolter notre raisin, on va transformer notre raisin, on va vendre nos bouteilles de vin à la clientèle. Donc, c'est vraiment un cycle complet. Donc, pour nous, c'est très important, premièrement, de planter nos vignes au bon endroit et voir un peu plus loin également et s'assurer de pouvoir écouler nos vins facilement. C'est assez simple. Il faut quand même avoir une très bonne structure parce qu'ici, on a quand même beaucoup de neige. Donc, ça demande quand même un bon investissement également au départ. Puis, il faut vraiment que la terre soit bien abandée pour la vigne parce que c'est quand même une culture qui reste là longtemps. Donc, les plus vieilles vignes ici ont 25 ans. Donc, il faut vraiment que la terre soit propice à ça. Ça ne prend pas une terre qui est lourde, ça ne prend pas une terre riche non plus. Ça prend vraiment même une terre un peu pauvre, bien drainée. C'est idéal pour la vigne. OK. Et c'est quoi la température idéale? Faut-il qu'il fasse chaud, froid, exactement. humide, pas humide? C'est la belle chaleur, du soleil, pas de pluie. Ça, c'est idéal. Mais naturellement, c'est pas ce qu'on rencontre souvent. L'an passé, en 2012, ça a été formidable pour nous. Oui. Vraiment, on a enregistré un record. Nous, pour la vigne, c'était parfait. C'est un peu, on dit qu'un vigneron, c'est le métier d'une vie. On fait des choses une fois par année. La vigne, si on fait des essais, c'est une fois par année. La vinification, c'est la même chose. Donc, après 10 ans, ça fait juste 10 fois qu'on essaie des choses. C'est certain que ça prend du temps. Ça prend de la relève par la suite. Ça prend des bons conseillers. Nous, on travaille avec des œnologues, comme je disais tantôt, avec des agronomes. Eux aussi, ils font plein d'essais à gauche et à droite. Oui, c'est long. On n'est pas encore rendu au bout de ce qu'on peut essayer. C'est ce qui est formidable aussi, hein? C'est qu'il y a plein de choses encore à faire, à essayer, à découvrir. Il va pas seulement avoir des nouveaux cépages qui vont nous arriver, des nouvelles méthodes culturales. Tout est à faire encore dans le monde du vin. Oui, tout à fait. Il y a des nouvelles variétés qui nous arrivent. C'est certain que le monde du vin, ça fait au-dessus de 1000 ans qu'il se fait du vin sur la planète. Donc, des méthodes, il y en a à droite et à gauche. Donc, on peut bien se documenter. On peut essayer des choses qui se font ailleurs. Donc, à ce niveau-là, c'est agréable. Tout n'est pas à faire, finalement.
On peut prendre un peu des conseils à droite et à gauche sur qu'est-ce qui s'est fait sur la planète du côté de la viticulture et de la viniculture. Mais ici, certains, il y a des nouveaux cépages qui nous arrivent en plus, donc il faut essayer des choses autant au champ qu'à la cuverie pour voir qu'est-ce que ça peut donner et faire vieillir aussi les vins. Hein? Les vins, ça vieillit bien aussi dans le temps, surtout ici, on a quand même des belles acidités. Donc, si on peut pousser la maturité de nos vins et faire vieillir nos vins plusieurs années, ça va juste les bonifier. Le chêne n'étant pas poreux, le vin vieillit bien à l'intérieur du chêne. Donc, deux fonctions des barriques. La première, c'est la micro-oxygénation du vin. Donc, l'air va quand même passer vraiment de façon micro, ça le dit, à l'intérieur pour venir un peu oxyder le vin, oxygéner le vin, qui va venir vieillir un peu le vin à plus grande vitesse. L'autre chose, c'est qu'à l'intérieur des barriques, le chêne est brûlé et ça donne des arômes secondaires à nos vins. Donc, un peu le côté... Bien, c'est des esters aromatiques secondaires qu'on appelle. Donc, on rencontre la vanille, le chocolat, la noisette, la noix de coco, sont souvent reliés à la barrique et aux provenances des barriques également. Vous savez, on a une petite production. Il se vend 230 millions de bouteilles de vin à la SAQ. Nous, on en produit à peine 2 millions. Si on peut prendre 10 du marché de la SAQ, 10 il y aurait de la vigne à plein d'endroits, ça ferait rouler l'économie. C'est juste si on parle de 10 personnes qu'on fait travailler, plus le côté de la restauration, un autre 15 personnes, on est peut-être 20-25 personnes qui travaillent ici. C'est ça finalement, de créer de l'économie locale avec qu'est-ce qu'on peut faire et le marché est là. Donc, idéalement, si on pourrait faire ça et que l'île d'Orléans soit remplie de vignes et remplie de vignobles, pour que vraiment ça soit reconnu mondialement finalement, ça serait génial. Si on n'a pas les reins solides pour partir une entreprise comme ça peut être risqué. Ça peut être risqué. Donc, moi, je dis qu'un jeune devrait commencer très tranquillement, probablement aller travailler dans un autre vignoble pour vraiment voir. Ça peut paraître bucolique, mais c'est quand même un métier qui est assez exigeant. Donc, d'aller travailler dans un autre vignoble pour se faire la main et peut-être partir tranquillement à ce moment-là. Tu sais, en travaillant, on peut commencer à avoir un peu de vigne, à vinifier un peu. Et là, quand on est assez solide, quand on a acquis assez d'expérience, bien là, on peut se lancer et en vivre. Bien, en réalité, à la récolte, ce qui va arriver, c'est qu'on va emmener le raisin, mettons pour un vin blanc, on va emmener le raisin à la presse qui est à l'extérieur. Donc, c'est une presse pneumatique. Elle va presser le raisin, elle va extraire le mou qu'on appelle, parce que c'est le jus de raisin, il n'a pas encore fermenté. Le jus va être emmené directement à l'intérieur, ici dans les cuves qui sont thermorégulées à 6 degrés. On va abaisser la température du mou à 6 degrés, le fait qu'on va faire clarifier le vin d'une façon naturelle, donc au froid. Ça va durer environ une journée. C'est ça, on va décuver, on va réchauffer un peu le vin, puis on va partir nos fermentations. Fermentation qui va être encore là en température contrôlée pendant entre 7 et 14 jours de temps pour les fermentations en blanc, toujours. On va décuver encore, on va ramener ça dans les cuves en inoxydable. Les cuves vont être pleines pour vraiment contrôler l'oxygène. Et parce que le vin est vraiment maladif avec l'oxygène, il ne faut vraiment pas qu'il soit en contact avec l'oxygène, idéalement. Puis, le vin va rester dans les cuves comme ça jusqu'au printemps. Durant l'hiver, on va faire un léger collage, c'est-à-dire nous, on y va vraiment très légèrement avec une sorte de gélatine, une gélatine finalement, qui va emmener encore les matières un peu en suspension dans le fond de la cuve, qui va emmener nos protéines également dans le fond de la cuve pour être certain qu'il n'y a pas de case en bouteille, c'est-à-dire de petits dépôts dans la bouteille par la suite. On va assembler à la fin du printemps aussi. On va commencer à filtrer, on va faire 2-3 filtrations et on va embouteiller. L'idée est venue d'abord de mon arrière-grand-père qui s'appelait Homer. Homer, d'où vient le nom Homer, taux pour tomate. Donc l'histoire a commencé en 1938. C'est une année qui a été exceptionnelle au niveau du potager, on va dire ça comme ça. L'idée a commencé donc dans le potager de mon arrière-grand-père et donc il y a eu une profusion en fait de tomates qui ne savaient plus quoi en faire. Okay. Et l'histoire en fait a commencé aussi par mon arrière-grand-mère qui était aussi elle cuisinière et herboriste. Donc la façon, disons, qu'on pouvait conserver le fruit à ce moment-là, c'était vraiment de la stérilisation. Il n'y avait pas de congélation. Donc manque de bocaux à un moment donné, on ne sait plus quoi faire avec le fruit, qu'est-ce qu'on fait avec? L'idée est arrivée, c'est que, il faisait déjà du vin et de la bière pour lui personnellement, et il a pensé à faire une vinification pure et simple avec la tomate, qui lui avait trop. Et d'année en année, au fait, il a commencé à refaire sa recette, à essayer d'améliorer le processus,
Malheureusement, il n'a pas connu l'histoire qui est arrivée jusqu'au bout d'aujourd'hui, on va dire ça. Donc, j'ai toujours, au fait, expliqué à mes arrière-grands-grands-parents, parce que j'avais la piqûre aussi de ce que c'est qu'ils m'avaient enseigné. Et alors, j'ai donc étudié dans le domaine de l'œnologie pour continuer un peu la passion que mon arrière-grand-père avait également. Donc, c'est une passion tout simplement familiale. Et à tout ça, en fait, il y a à peu près 32 ans de recherche et de développement dans ce que c'est que l'on a fait aujourd'hui. Alors, on a deux produits différents. On a un sec donc avec 3 variétés de tomates différentes. Attention que l'histoire, d'abord, est qu'il fallait retracer des variétés ancestrales ici du Québec. Ça, c'était la priorité de l'entreprise. Vous savez, on vient d'Europe, on arrive ici, on ne veut pas travailler d'abord avec les matières qu'on a travaillées initialement au départ. Donc, on a voulu retracer ces variétés-là et on les a retracées tout simplement par les semences du patrimoine. Et donc, il y a environ 300-400 ans, vous aviez ici 16 variétés de tomates différentes qui ont été apportées, bien sûr, par les premiers colons, bien sûr. Et donc, ces variétés, avec le temps, se sont, disons, acclimatées, déjà une chose. De deux, au fait, c'est qu'elles ont pu combattre aussi les maladies existantes. Donc, tout ça pour en arriver que dans les 16 variétés, j'en ai retenu 6 pour en arriver à faire 2 produits, mais totalement différents. Donc, qui est un sec et qui est un moelleux, maintenant, qui est à 16% de volume d'alcool, aussi bien certifié également bio-écocère, et également, en fait, qui ne contient aucun sulfite. Alors, où on peut se procurer les produits? Alors, ici, bien sûr, au domaine de la vallée du Bras, à Baie-Saint-Paul, au 328 rang Saint-Antoine-Nord. Également, en fait, au marché Jean Talon à Montréal, au marché des saveurs. Et également, en fait, au marché du Vieux-Port, aux sélections vins et cidres d'ici. Donc là, c'est vraiment à l'année longue. Bien sûr, on a un site internet qui est donc le www.domainevb.ca. Vous pouvez faire directement vos commandes en ligne et c'est livré à votre porte dans les 48 heures. Oh, c'est intéressant. Ça, c'est hyper important. C'est notre service. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Mich. C'est moi qui vous remercie. L'équipe de la Direction régionale de la capitale nationale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, fière accompagnatrice de la relève agricole dans la région. Alors, je pense que pour Catherine et moi, quand on a eu l'opportunité de revenir à l'île, au départ, c'était pas pour prendre nécessairement la relève de mon père, c'était plutôt qu'on a eu une opportunité d'affaires, d'être notre propre patron en mettant sur pied le restaurant La Monaguette, qui est notre coin gourmand couleur cassis. Alors, mon père agrandissait la cave à vin, ça créait une terrasse, puis là, il a dit « Les filles, si ça vous intéresse, lancez-vous, je vais vous aider à démarrer cette entreprise-là. » Ça a été un peu comme ça que ça s'est passé. C'était saisonnier, c'était juste les étés. Alors, on pouvait continuer nos études. Ma sœur était aux Beaux-Arts puis en photographie. Elle pouvait continuer à créer. On se sentait pas prisonnier d'une relève. On n'avait pas cette pression-là. C'était pour le plaisir. Puis on y a pris goût. On a réalisé finalement qu'on était fait pour l'entrepreneuriat. Puis on a eu tout de suite une entreprise qui a eu un beau succès puis qui nous ressemblait. Parce que c'est autre chose quand tu prends la relève de quelque chose qui est déjà bâti à la couleur, aux saveurs de quelqu'un d'autre. Mais finalement, c'est ça s'est fait vraiment tranquillement. On a réalisé qu'une fois qu'on était revenu, finalement, le pas était plus facile, là, puis l'opportunité s'est présentée, là, puis on l'a accepté avec joie. Mais à deux, c'est plus facile aussi, hein? Je vois mal, pour moi, ça serait tout naturel d'être en business encore avec ma sœur, parce qu'on a appris à se connaître, tout ça, puis on se complète bien. On se ressemble énormément. Mais on est très différentes également. Elle est plus optimiste, moi je suis un peu plus pessimiste. Alors, puis on dirait qu'on s'équilibre toujours. Là, en fait, j'aurais pas pris la relève non plus sans elle, ça c'est certain. Mon père, c'est quand même un personnage, tout ça. Puis je pense que j'aurais pas fait le saut si j'avais pas eu Catherine avec moi qui avait vraiment envie de... on se supporte énormément dans les moments plus difficiles, tout ça. C'était plus facile aussi de se faire confiance quand on était deux à appuyer là, nos idées et tout ça. C'était pas les deux filles contre papa, ça n'a jamais été ça, mais quand même, ça nous aidait à prendre notre place. Mais c'est sûr qu'avec mon père, on a encore des discussions. Mais c'est plutôt pour l'esthétisme. Tu sais, là, on a des gros projets d'agrandissement. Avec les architectes, tout ça, c'est sûr que son opinion est très importante. C'est quand même son bébé, c'est son domaine, il habite sur la terre, tout ça. On n'allait pas faire... on a fait des compromis récemment, on parle des bâtiments patrimoniaux, tout ça, des modifications comme ça, c'est sûr que son opinion. Mais par contre, c'est toujours Catherine et moi qui tranchent maintenant, là.
Bien, en fait, c'est ça. Nous, on fait ça vraiment à petite échelle. Alors, c'est surtout, nous, on fait quand même, on mise surtout sur l'achat local, sur les gens qui font des achats à la boutique ici même, à la ferme. Mais bon, on est au marché du Vieux-Port pendant les fêtes, pendant l'été également. Mais c'est une extension de la ferme, évidemment, au marché du Vieux-Port. Au marché des saveurs à Montréal également, à l'année. On fait quelques événements, on participe à des petits salons, tout ça. Idéalement, en fait, nos plus gros salons, ça reste dans la période des fêtes. Alors, on fait Wine of a Kind de Toronto, où l'alcool n'est pas accepté, c'est vraiment que des produits sans alcool. Alors là, on met vraiment l'emphase sur ces produits-là. Puis je vous dirais que c'est un peu grâce à Wine of a Kind qu'on a décidé de mettre un peu plus d'énergie de ce côté-là, parce que souvent, nous, c'était naturel, notre créneau, c'est l'alcool. Alors, on forme nos employés pour bien vendre l'alcool, bien décrire les produits et tout. Mais souvent, c'était nos petits négligés, les produits sans alcool. Puis finalement, on se rend compte que dès qu'on les fait goûter, les gens en raffolent, les gens... on avait, je pense, sous-estimé le potentiel de ça. Puis alors, cette année, on s'est mieux organisé. On les fait déguster gratuitement aux visiteurs. Puis vraiment, un bel engouement, là. Comment dire? Ça a commencé petit, on a tout bâti, on a appris d'essai à erreur, tout ça. J'ai pas eu de choc parce qu'en fait, c'est un peu comme si j'avais monté ma propre entreprise, mais en partant de produits de qualité. T'sais, on avait une base solide. Fait qu'on est très gâtés, là. Mais, oui, des remises en question, ben, c'est sûr, le travail en famille, il y a eu des crises. On est tous, on est un peu européens, fait que, des fois, ça parle fort, puis après ça s'embrasse. Puis, des fois, je me dis, si on avait une webcam dans le bureau, on ferait fortune, là. Les gens, ils seraient morts de rire, là. Mais tu sais, aussi, nos remises en question. On est des personnages, fait qu'il y a eu ça, le processus de relève. Tu sais, des fois, les choses sont très lentes. C'est de faire des concessions quand t'es pas seul à la tête, puis en même temps, je l'aurais pas fait si j'avais été seule à la tête. Fait que, c'est des concessions de tous les jours, c'est des compromis, mais je peux pas dire que j'ai eu... comme un événement marquant là, qui m'a complètement déstabilisée. Bien, le cassis, au Québec, on appelait ça la gadelle noire. Nous, les variétés qu'on utilise, c'est des variétés qui sont plutôt d'origine de l'Europe de l'Est, tandis qu'en France, on connaît bien le cassis, mais c'est des variétés différentes. L'autre, il y a un petit peu plus d'acidité. C'est dans la famille des groseilles à maquereau, la gadelle rouge, la gadelle noire. Bon, c'est le cassis. Alors, c'est peu connu ici parce qu'aussi aux États-Unis, la culture du cassis avait été interdite pendant de nombreuses années parce que le plant de cassis était hôte d'une maladie qui attaquait le pin blanc. Alors, l'industrie forestière avait fait des pressions pour empêcher les producteurs de cultiver ce fruit-là. Et c'est sûr qu'au Canada, bon, on suit souvent les États-Unis, fait que ça n'a pas aidé d'autres producteurs à se lancer dans l'aventure. C'est pas nécessairement un fruit si facile non plus. Il y a des années, des gels printaniers, tout ça qui peut nous faire perdre tout notre fruit pour une saison. C'est un des plants les plus hâtifs, là. Alors, quand on a des chauds au printemps suivis de gel, là, c'est la catastrophe. Mais en gros, sinon, c'est une culture assez facile. Mon père a sélectionné des variétés qui sont quand même résistantes au climat. Mais en fait, c'est pas des vins de table. Le cassis, on fait plutôt des vins apéritifs, des digestifs également. Nous, en fait, on a 4 produits alcoolisés. On commence toujours la dégustation avec notre vin apéritif de cassis. Alors, c'est vraiment, le cassis est fermenté comme un vin de raisin, mais c'est fait exclusivement avec du cassis. Alors, on prend ça à l'apéro, c'est très festif, c'est estival. On peut boire ça aussi sur glace, là, tout simplement. Ou on a une recette de sangria qui est assez exceptionnelle aussi, avec le vin fruité qui est très, très populaire. Sinon, on va tomber dans des arômes avec le madérisé, le capiteux, c'est vraiment des arômes tertiaires, des arômes de caramel, noix, bois. Alors, c'est de torréfaction et tout. Alors, c'est vraiment un peu plus... le madérisé va me faire penser à un pinot des Charentes, mais un peu plus sec. Tandis que le capiteux, ça va vraiment plus s'apparenter au Porto, à prendre avec des fromages forts, des chocolats noirs et tout, là. Ça, c'est le chouchou de mon père, là. Cette année, il est très bon d'ailleurs. Puis, c'est un assemblage de différentes années, tout ça. Ça a beaucoup de corps. Notre produit vedette à nous, c'est de loin la crème de cassis. Alors ça, c'est une liqueur, c'est un digestif qu'on peut prendre juste comme ça sur glace en fin de repas. Mais c'est surtout utilisé pour faire des cocktails. Le Kir, c'est le cocktail le plus populaire.
peu de crème de cassis dans un verre de vin blanc sec et la magie opère. Mais bon, nous, moi je le bois dans mon vodka soda, gin tonic, il y a des shooters, il y a des martinis. C'est très, 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 très polyvalent. C'est un alcool de base là, qui rentre dans l'élaboration de nombreux cocktails. Dans la bière, le Snakebite Black, tout ça, cidre de pomme. En tout cas, c'est très polyvalent. Puis finalement, on se rendait compte qu'il y a beaucoup de saveurs dans le cassis. Il y a des cassis qui sont très acides, des cassis qui vont ressembler plus au bleuet, qui vont se manger mieux crus, mais qui ont moins de saveur. Surprenamment, une des variétés qu'on utilise pour notre produit vedette, la crème de cassis, c'est un des fruits les moins agréables à manger tel quel. Mais il y a vraiment de tout. Puis, c'est un fruit, oui, qui devrait gagner à se faire connaître davantage. Mais je pense qu'on commence tranquillement à en voir dans les centres jardins. Puis les gens s'y intéressent de plus en plus, puis font des gelées, puis des confitures. Mais ça fait vraiment partie de notre terroir. Les premiers colons l'ont amené comme médicament au départ, parce que c'est très, très bon. Quand on parle de fruits santé, le cassis, c'est le roi des petits fruits, là. Vraiment, là, c'est bourré d'antioxydants. Là, il y a plein d'études. Le vin de cassis, c'est super bon pour l'Alzheimer. L'effet de cassis, c'est anti-inflammatoire, mais tu sais, de niveau très élevé. La récolte se fait début août. Alors maintenant, c'est mécanique. On récoltait manuellement, mais on ne trouve pas de cueilleur. C'est très cher. C'est pas un fruit qui est satisfaisant à récolter non plus. Alors, on a fait l'achat, il y a de nombreuses années, d'une grosse vendangeuse, un peu dans le même principe qu'une vendangeuse de raisin. Ça enjambe les fruits. Ensuite, il y a des bâtons de plastique qui vont vraiment les secouer les plants. Alors, les fruits tombent dans des godets, tout ça. Puis, il y a des ventilateurs qui soufflent les feuilles, les branches. Après, on trie à la main. Là, on a fait l'excision, heureusement, cette année, parce qu'on a eu une récolte extraordinaire. Mais là, on aurait été quand même, là, on aurait eu du travail par-dessus les oreilles si on n'avait pas eu cette trieuse, parce qu'on nettoie très bien le fruit. Alors, bon, il y a un premier nettoyage dans l'eau, ensuite c'est trié à la main. Puis après ça, on se lance tout de suite dans la transformation des infusions, la crème de cassis, et en ce moment, on est en pleine fermentation là, de nos produits. Puis après ça, tout au long de l'année, au fur et à mesure, on va faire des assemblages, des collages, des filtrations, tout ça. Mais au moins, on veut s'assurer de travailler avec le fruit frais pour faire tout ce qui est primaire, toutes les transformations primaires. Alors, on fait ça début de l'automne. Bien, au départ, le cassis, il y a beaucoup de Québécois qui ne savent pas du tout ce que c'est. Alors là, on dit c'est la gadelle. Alors là, bon, là, ça stimule leur souvenir et tout parce que c'était quand même très connu au Québec de faire des gelées de cassis, même des vins de gadelle. Ici, au Québec, on a le climat pour les petits fruits, puis le raisin, c'est quand même plus récent, là, mais ça ne nous empêchait pas de faire d'alcool. Alors, on faisait des alcools de petits fruits ici. Alors, souvent, les gens vont dire « Ah, ça me rappelle le vin que faisait ma grand-mère ou tout. » Oui, on avait des gadelles sur le terrain, tout ça, quand j'étais jeune. Alors, mais nous, c'est quand même notre mandat, c'est vraiment de faire redécouvrir un petit fruit qui a été méconnu ou qui a été oublié, puis de reconquérir les cœurs des Québécois. En ce moment, c'est sûr que nos plus gros projets, ça reste des projets d'agrandissement parce que pour nous, on a un problème d'espace. À l'île d'Orléans, il y a beaucoup de touristes, mais il y a peut-être 1 million de visiteurs par année, mais la moitié de ces visiteurs-là viennent au mois de juillet et le mois d'août. Alors, tout le monde est là en même temps. Nous, on a un problème aussi au niveau de la visibilité de l'entreprise. Les gens vont passer rapidement devant, puis ils ne sauront même pas qu'il y a une entreprise, ils ne sauront pas que c'est une entreprise d'une telle envergure. On a envie de refléter dans l'architecture que c'est un incontournable. Et on recommence à zéro la cuverie à neuf dans la grange ancestrale. Alors, on a un gros projet sur la table. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise là. Je vais vous avouer, pour les recherches de subventions aussi, avec les architectes, les ingénieurs, tout ça. On a beaucoup, c'est un gros défi là, devant nous, surtout parce que, bon, on va peut-être sortir de notre zone de confort un petit peu. On a appris sur le tas, mais il y a des connaissances. Bon, je pense on a les capacités de le faire. On sait que c'est un projet réaliste, que nos finances nous le permettent et tout, mais on va sortir de notre zone de confort. Il va falloir gérer notre stress, les stress financiers peut-être, tout ça. Mais on croit réellement au potentiel on croit que ça va être des bons pas, mais je sais que pour ma sœur et moi, ça risque d'être fondamental, puis ça risque d'être comme dans les plus gros projets là, probablement qu'on va avoir à mener. Puis ça, c'est vraiment très prochainement, là, dans les 2 prochaines années. Alors, c'est ce qui conclut notre émission sur les vignobles. Et si vous vous demandiez pourquoi on avait choisi l'île d'Orléans pour faire cette émission-là, eh bien, c'est en 1535 que Jacques Cartier a découvert les vignes sauvages ici même à l'île de Bacchus, maintenant appelée l'île d'Orléans. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.
désirez démarrer une entreprise? Faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance.